Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour partager quelques projets de recherche qu'on est en train de mener au sein de notre équipe à l'Université de Genève. Et j'en profite aussi de remercier le comité d'organisation pour l'invitation et de nous donner l'opportunité de présenter un petit peu l'avancement de ce projet qui nous guide depuis quelques temps. Alors, quand on parle de jumeaux numériques, une des considérations, alors moi je vais vous emmener plutôt, on va prendre un petit peu, on va prendre un peu de recul et on va regarder plutôt l'échelle nationale. Et là, dans ce cadre, on va même aller plus loin, on va regarder l'échelle globale, voir ce dessin de Chapat qu'il montrait il y a déjà quelques temps. Hein. Vous vous souvenez peut-être que la NASA avait réussi à changer la trajectoire d'un astéroïde qui menaçait d'impacter la Terre. Maintenant, la grande question qui doit nous guider collectivement, c'est est-ce qu'on est capable, ensemble, de pouvoir changer la trajectoire environnementale et sociale de notre planète quand on lit tous les jours dans les médias les catastrophes liées aux guerres, liées au populisme, liées au changement climatique ou à la perte de biodiversité, on en a tous un peu peur. Il faut peut-être qu'on essaye d'améliorer ça. Et modestement, nous, on va essayer, avec notre équipe de recherche, de contribuer à cet avancement. Et aussi une chose qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit, hein, les Nations Unies parlent qu'on est en plein dans une crise planétaire triple, et cette crise planétaire, elle est largement plus importante que la crise du Covid qu'on a vécue, qui nous a tous marqués, on en a tous, à 2 degrés divers, souffert, mais la récession, les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution seront des crises qui vont être bien plus importantes que la crise Covid. Et il faut qu'on se prépare et qu'on ait des outils pour s'adapter à toutes ces crises. Donc une des choses qu'on fait dans notre domaine scientifique et dans nos groupes de recherche au sein de l'Institut des sciences de l'environnement, c'est d'essayer de structurer les données qui sont n'importe quel type de mesure sur l'environnement. Ça peut être des données in situ, captées par des senseurs, ça peut être des données acquises par des satellites, ça peut être des données de sciences participatives. Ces données, elles sont hétérogènes, elles sont hétéroclites, elles sont des fois mal structurées. Et quand on les structure, ça peut devenir de l'information sous forme d'une carte, sous forme d'un graphique, par exemple. Et quand on les contextualise, ça devient une connaissance. Et cette connaissance, on espère qu'elle puisse être utile aux décideurs et d'avoir un petit peu de sagesse et de prendre des décisions basées sur des évidences et non pas juste sur des intuitions ou des envies particulières pour que ça profite aux bénéfices communs. Alors si on vient sur un de nos dadas dans notre équipe, bien entendu, c'est la gestion des données satellitaires et faire parler ces données satellitaires. Vous savez probablement toutes et tous que ces volumes de données sont exorbitants. On parle d'échelle de pétabytes de données à gérer. Je vous donne les chiffres, là, quelques chiffres qui commencent déjà un petit peu à dater, mais rien que si on regarde le programme Sentinel, c'est plus de 300 pétabytes de données stockées à l'échelle globale, donc c'est des volumes assez saisissants. Et il y a plus de 20 ans déjà, Al Gore, dans un fameux discours sur son concept de terre digitale, disait que les données Landsat, donc les données du programme d'observation de la Terre américain, dorment dans des silos électroniques de données car ils n'ont jamais été utilisés et ils n'ont jamais activer ou illuminer un seul neurone d'un seul être humain autour de cette planète et qu'on a besoin de faire parler ces données de manière pertinente. Donc le vrai challenge auquel on fait face dans notre communauté, c'est comment transformer ce large volume de données en quelque chose d'utile pour tout à chacun et en particulier pour supporter la prise de décision basée sur des évidences. Donc une des réponses qu'on a pu modestement amener, c'est construire ces fameux cubes de données satellitaires. Et en Suisse, on en est fiers. On est le 2e pays au monde à avoir opérationnalisé ce concept. Et on a une chance, c'est qu'on n'a pas que des données satellitaires, on a toutes les données du programme américain Landsat, on a les données du programme Copernicus Sentinel, on a aussi des données issues du gouvernement suisse, des données de Suisse Topo, des données de Météo Suisse, plus des produits de données qu'on a produits avec nos équipes respectives. Donc ces données sont là aussi. Elles sont disponibles gratuitement, disponibles à tout à chacun. On a depuis quelques mois maintenant, on a une interface Stack qui permet à n'importe qui d'accéder directement dans son client favori ces données-là. Et c'est encore plus important actuellement, si je pense au programme Landsat. Vous savez, avec l'administration américaine, c'est un peu compliqué les relations en ce moment. Ils parlent de plus en plus d'arrêter
la mise à disposition gratuite des données Landsat, bah là, on a une archive de plus de 40 ans de ces données disponibles pour n'importe quelle personne à travers le territoire suisse. Et associé à ça, on a mis aussi en œuvre depuis quelques années cette base de données SwissNVO, qui est en fait un catalogue GeoNetwork avec un repository digital de l'Université de Genève pour avoir les DOI. On a toute une série de données disponibles sur le territoire suisse, les séries temporelles de NDVI, on en a entendu parler ce matin, les séries temporelles d'autres index liés à l'eau ou à d'autres paramètres environnementaux. Et récemment, suite au travail d'une thèse de doctorat qui a été menée dans notre groupe, on a une série temporelle mensuelle depuis 1984 du couvert neigeux sur l'ensemble du territoire suisse à 30 mètres de résolution. Donc là aussi, ce jeu de données est gratuitement disponible et prêt à être utilisé par tout à chacun en Suisse ou ailleurs. Et ça nous a permis, entre autres, c'est le travail de Charlotte Poussin, entre autres, de faire aussi des projections liées au changement climatique et de voir un petit peu en fonction des scénarios de météo suisse quelles seraient les conséquences et les pertes de couvert neigeux en fonction des scénarios. Et si on prend le scénario le pire, le RCP 8.5, qui estime une augmentation de température à 4 degrés, c'est probablement le scénario le plus réalistique actuellement, on va perdre jusqu'à 40% de neige dans les années à venir en Suisse, avec un impact économique certain. Et on parlait d'IA ce matin, en début de session. Là aussi, on a fait des gros efforts sur aussi l'utilisation efficace de l'IA avec les données satellitaires. Et on est en train de déployer dans le Swiss Data Cube aussi ces fameux geo-embeddings. Vous avez peut-être entendu, Google a fait à grand renfort de com lancer ces geo-embeddings sur sa plateforme Earth Engine. Nous, on utilise un autre modèle qui semble être plus performant, qui s'appelle Tessera, qui a été développé par l'Université de Cambridge. Et d'ici quelques mois, vous aurez une série temporelle de 2017 à 2024 de ces geo-embeddings pour explorer la variabilité du paysage suisse avec ces nouvelles techniques basées sur l'IA. Mais quand on a construit le Swiss Data Cube, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on est très bon à mesurer les changements d'état en particulier, donc voir ces états et ces impacts des situations passées et le présent, mais on est assez mauvais à prévoir le futur. Alors on a quelques exemples. L'exemple que je vous montrais sur la neige est un excellent exemple. Mais en termes de politique publique, il y a ce fameux cadre, le DPSIR, qui a les drivers, les pressions, les états, les impacts et les réponses politiques qu'on peut amener à ces problèmes. On doit s'intégrer là-dedans. Et un des grands aspects de ces changements qu'on observe sur le territoire national ou même global, c'est ce qu'on appelle les changements de couverture du sol. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire évoluer ce Swiss Data Cube vers un jumeau numérique. Alors on a déjà entendu 2 définitions, moi j'en ai une 3e de définition, et c'est une définition un peu plus formelle basée sur un article de collègues aussi de l'Université de Genève. Et en particulier, nous on cible l'aspect dynamique. Alors on va être modestement dynamique, on va faire des updates réguliers, en tout cas toutes les années. Donc on va plutôt cibler d'être un digital twin fonctionnel, où il y aura certains aspects dynamiques, mais qui n'aura pas de capacité pour l'instant adaptative. Et aussi mentionner qu'il y a des grands jumeaux numériques à l'échelle du globe. L'Agence spatiale européenne, avec des partenaires de la Commission européenne, sont en train de construire Destination Earth aussi, qui va être probablement le plus grand jumeau numérique environnemental global. Vous pouvez aussi regarder un petit peu de plus près ce projet. Mais revenons en Suisse. Nous, modestement, on essaye de construire maintenant, basé sur le socle du Swiss Data Cube, Living Switzerland, qui aimerait être un jumeau numérique du territoire national, dans lequel on pourra montrer ce qui s'est passé par le passé, la situation présente, mais aussi présenter des informations et planifier le futur. Alors on utilise un outil auquel on participe au développement. Le développement original a été développé par Geoscience Australia et des collègues au Pays de Galles. Maintenant, l'Université de Genève y contribue aussi. Ce projet s'appelle Living Earth. C'est un projet qui utilise tout type de données d'observation de la Terre, pas uniquement satellitaires, qui permettent de décrire un territoire. Ce territoire, on va les encoder en tant que descripteurs environnementaux. Ça peut être des descripteurs sur l'état de la végétation ou autre. Ensuite, on va pouvoir générer des cartes de couverture du sol. Et basé là-dessus, ensuite, on va pouvoir, comme vous le voyez là-dessus, voir ces changements, les qualifier à travers une taxonomie normalisée et aussi possiblement prévoir le futur. Donc ça utilise
derrière hein, la classification de la FAO, qui est une classification qui est beaucoup plus naturaliste. On ne met pas une étiquette fixe, par exemple une forêt. On va plutôt vous dire, et vous verrez tout à l'heure, que c'est une végétation terrestre naturelle avec un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres sont ces descripteurs environnementaux. Il y en a plus d'une centaine qu'on peut intégrer dans le système pour décrire l'état du paysage. Alors comment fonctionne ce système? Il fonctionne par niveau. C'est un système hiérarchique. D'abord, au niveau 1, on va te dire est-ce qu'on a de la végétation ou pas de végétation? Après, est-ce que c'est de la végétation, enfin, est-ce que c'est terrestre ou aquatique? Et ensuite, est-ce que c'est naturel ou anthropisé hein, ou cultivé? Et à partir de là, on a déjà une classification en 8 classes fixes, normalisées. Donc c'est la vue un peu générale. Hein. Si on prend cet exemple de Mona Lisa, on a la forme générale du paysage. Et ensuite, si on rajoute des descripteurs environnementaux qui peuvent décrire l'état de la végétation, la hauteur des arbres, le type si c'est des arbres à feuilles caduques ou à feuilles persistantes, par exemple, on peut venir enrichir le système avec des descriptions. Donc là, on commence à mieux reconnaître Mona Lisa. On est dans un niveau déjà plus précis. Et si on descend au niveau 5, on peut rajouter des descripteurs additionnels qui vont venir encore qualifier encore plus finement l'état de notre paysage. Donc si j'essaie de résumer, hein, vraiment, on peut construire ces cartes de couverture du sol à partir de tout type de données. Ensuite, on va pouvoir voir ces évidences, voir les impacts, les qualifier et aussi modéliser les changements et voir possiblement ces changements et les projeter dans un état futur. Donc on parle de jumeaux numériques parce que nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a agrégé différentes sources de données, nationales et régionales hein, à l'échelle européenne. On a des données bien entendu du Swiss DataCube, des données qui viennent de Swiss Topo, de l'OFS et de divers centres à travers la Suisse, même des données aussi qui viennent directement de Copernicus, qui nous permettent de créer ces couches de données au niveau 3 et au niveau 4, ces descripteurs environnementaux. Ensuite, de produire des cartes de couverture du sol, de les valider. Hein, on a une application mobile de sciences participatives qui permet d'aller, à tout à chacun, d'aller qualifier ce qu'il observe sur le terrain et de valider ses observations. Et ensuite, on a toute une suite d'outils basés sur Jupyter Notebook qui nous permet aussi d'analyser les changements, changer aussi, vous verrez différents exemples, voir les écosystèmes, voir les changements du paysage et d'autres. Donc là, vraiment, on est dans la partie passé-présent et on est en train de construire, de réfléchir à comment est-ce qu'on va tacler la problématique du futur parce qu'on aura des séries temporelles annualisées de changements de couverture du sol. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit de la donnée vers l'information et la connaissance, la compréhension et possiblement la sagesse et la compréhension fine de ces phénomènes. Donc pour vous donner un exemple, voilà une carte. On a pris 2018 pour valider toutes nos données face à la statistique de la superficie de l'OFS. Donc la carte au niveau 3 de la Suisse, à 10 mètres de résolution. Ensuite, on a pu produire le niveau 4, où on a déjà plus d'une trentaine de classes de couverture du sol. Et vous voyez que ces classes sont très descriptives, sont beaucoup plus fines qu'une simple forêt. Et j'en veux pour preuve, si on zoome dans la région des lacs de Thun et Brienz, les changements de couverture, enfin que vous voyez les différences, les nuances de vert correspondent à des typologies de végétation complètement différentes à travers le paysage. Donc on a un niveau beaucoup plus fin, et on est tellement fin qu'on est même capable d'être à 10 mètres de résolution, de voir les cordons boisés. Alors là, on est dans la campagne genevoise, hein, du côté de Bernay, voir la densité urbaine, voir aussi les types d'eau. Vous voyez que le lac de barrage de Verbois est un peu différent, c'est un lac artificiel, et ainsi de suite. Donc en fait, on a agrégé plein de données différentes qui viennent des sources principales de données en Suisse. Et là, ce qui est très intéressant avec ce modèle, c'est qu'on peut répliquer l'approche très facilement et de manière très flexible à l'échelle cantonale, à l'échelle, on va dire aussi, transfrontalière. On a fait des tests, par exemple, pour le Grand Genève. On avait aussi pu produire ce type de carte sur le Grand Genève en mixant des données de l'IGN et des données suisses. Donc nous, ce qu'on est en train de produire, ce qui va être bientôt disponible dans les premiers mois de l'année prochaine, c'est une série temporelle annualisée de cartes de couverture du sol à 10 mètres de résolution avec Sentinel-2 et possiblement à 30 mètres avec Landsat depuis 1984.
Et ce qui est assez intéressant, si on prend Sentinel-2, on a fait un test récemment, ça c'est la carte de 2018, et si vous regardez dans les zones un petit peu, si je reviens en arrière, les zones qui sont un peu en orange, c'est les zones de sol nu, donc là en l'occurrence de roche, vu qu'on est dans la zone alpine. Vous voyez une petite différence, c'est du vert qui remonte, ça nous indique la végétation qui est en train de remonter en altitude, en lien probablement avec les changements climatiques et des nouvelles conditions qui se sont adaptées dans ce paysage. Et une des choses qui est aussi assez intéressante avec ce système, c'est que vu qu'on décrit le paysage, on ne lui donne pas une étiquette fixe dès le début et qu'on a tous ces descripteurs, ensuite c'est beaucoup plus simple de recartographier en fonction des taxonomies de couverture du sol qui sont communes. Donc on peut produire des cartes de couverture du sol de manière automatisée qui sont en concordance avec la cartographie suisse, avec le NOLC 04, avec la cartographie globale, la cartographie du GIEC par exemple, ou de la cartographie européenne, Corinne. Donc on n'a plus ce problème, on peut facilement traduire et passer d'un monde à l'autre. On peut faire le même exercice pour cartographier les habitats ou les écosystèmes. Et voilà quelques exemples de la carte que je vous ai montrée avant. Voilà la carte. Alors bon, là on a pris juste les 6 catégories principales le niveau 1 de la couverture du sol suisse, mais voilà, on l'a automatiquement à travers de la donnée de base. On a les écosystèmes, donc là aussi c'est intéressant, on va au-delà d'une simple couverture du sol, on commence à qualifier aussi les écosystèmes présents en Suisse. Et la dernière chose, c'est qu'on a fait aussi l'exercice pour aller vers la cartographie du GIEC, et on parle, vous savez toutes et tous qu'il y a la COP 30 actuellement au Brésil, c'est ce genre de carte dont on a besoin pour ensuite estimer les émissions ou le stockage de carbone par les différents écosystèmes à travers notre pays et aider notre pays au reporting environnemental auprès du GIEC. Et là, de nouveau, c'est une chose, on aura pour la première fois les cartes annualisées, des cartes compatibles avec le GIEC. Et la dernière chose, c'est de voir le futur. Alors là, on est en train de regarder, une fois qu'on aura cette donnée annualisée, on pourra aussi commencer, basé probablement sur des méthodes basées sur l'IA, projeter le futur et commencer en fonction de différents scénarios de développement en Suisse, voir comment ce paysage va évoluer à l'horizon 2050, 2080 ou plus loin. On a aussi implémenté des changements de landscape, de paysage, à travers des mosaïques où on peut reclassifier après en 3 grandes catégories notre paysage: l'urbain, donc le développé, l'agricole et le naturel. Et à partir de là, avec une simple fenêtre mobile, on fait passer à travers tous les pixels, on peut voir la proportion toujours d'urbain, d'agricole ou de naturel dans le paysage, et commencer un petit peu à voir les proportions qu'il y a dans le paysage. Et on peut sortir plein de produits très intéressants liés à ça. Alors si je reprends une image, voilà Sentinel-2 du paysage suisse, notre carte de couverture du sol. Voilà cette classification à 19 classes qui nous montre où est-ce qu'on est 100% naturel, 100% agricole, 100% urbain, et ensuite toutes les nuances dans ce diagramme ternaire que je vous présentais précédemment. Et on peut voir en fonction des axes du triangle où l'agriculture a un impact plus important, où le naturel est le plus important, où l'urbain l'est aussi. Et on peut, à travers ce modèle aussi, estimer l'intensité de l'anthropisation du paysage, donc voir l'impact de l'agricole et de l'urbain versus le naturel à l'échelle nationale. Et on peut même qualifier la diversité du paysage national sur la carte que vous voyez en bas à gauche. Et pour terminer, tout ça, une des choses qu'on va faire, on va aussi le mettre dans un client open source, dans lequel on va pouvoir bien entendu voir les cartes en 2D, c'est à peu près normal, c'est à peu près attendu, mais on pourra aussi les voir en 3D. On a déjà implémenté le client Cesium Ion, qui nous permet de voir ces cartes de couverture du sol en 3D. Donc là, on va déjà une étape un peu plus loin là-dessus. On peut intégrer, on s'est amusé à faire, on a pris, suite à l'événement dramatique qu'il y a eu au mois de mai à Blatten, on a pris une image Sentinel-2, on l'a mappée en 3D et vous avez le rendu 3D photoréaliste, alors à une échelle qui est différente de ce qu'on a vu précédemment, de l'éboulement à Blatten. Et on a aussi des outils de comparaison du paysage et on peut intégrer plein de données et consommer plein de données. On a déjà fait l'effort, on a déjà enregistré lié les données de Suisse Topo, vous avez déjà vu les données de Copernicus, des données du VSL aussi qui seront disponibles sur la plateforme, et tout ça intégré de manière tout à fait cohérente.
Et juste pour terminer, j'aimerais mentionner que ce projet de construction de ce système est financé en partie par le Fonds national suisse de la recherche scientifique sur un projet qui a débuté cette année. Et en termes de conclusion, je dirais que on est dans une utilisation rationnelle des ressources nationales. On intègre l'existant et on essaye de faire parler ensemble ces bases de données qui travaillent pas de manière isolée, mais en tout cas de manière pas forcément tout le temps coordonnée. On peut faire le même exercice au niveau cantonal. On a déjà aussi fait quelques exercices avec le canton de Vaud sur l'utilisation de ce système. C'est un premier pas vers un système intégré, standardisé. Les taxonomies qu'on utilise sont complètement standardisées du niveau national au niveau global et évolutif. On peut recréer ce paysage et faire tourner les modèles. Si vous venez avec des données plus précises que des données de Suisse Topo, par exemple, au niveau cantonal, on peut les intégrer et avoir une vue plus précise de votre canton. Sémantiquement consistant, on utilise toutes des taxonomies liées à la FAO, donc elles sont consistantes. Nous, on croit fermement aussi à l'open data, à l'open source. Donc toutes les données qu'on a, elles sont gratuitement disponibles et elles sont standardisées à travers les services OGC que nous avons. Tout est open source, on ne cache rien. Tous les codes sont publiés sur GitHub et dans des revues scientifiques. Tous nos articles sont en open access, tous les algorithmes. Et vraiment, on applique autant que faire se peut les principes FAIR là-dessus pour avoir aussi une science reproductible, pour prouver le bénéfice et la valeur ajoutée de ces développements que l'on fait avec nos collègues. C'est une promotion d'une approche aussi un peu collaborative, pas uniquement du développement, mais aussi de se connecter avec les décideurs politiques de politique publique. Et finalement, les premiers produits vont être vraiment disponibles. Là, c'est un peu de la publicité pour l'instant, mais seront disponibles dans la première moitié de 2026. Et pour terminer, comme Romain l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas mon boulot, c'est le boulot de toute une équipe. Et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe qui contribue à ce projet et à d'autres projets dans lesquels aussi on est impliqué à l'échelle européenne, qui nous permettent de co-construire ce jumeau numérique de l'environnement suisse. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo. Merci beaucoup. Passionnant. On va passer aux questions-réponses. Pour répondre à des problèmes globaux, pollution, réchauffement climatique, etc., comment collaborez-vous avec les pays voisins, l'Europe et autres? Alors, on collabore beaucoup à travers des projets de recherche, bien entendu. On essaye on est impliqué, actuellement on est impliqué dans 4 projets de recherche financés par la Commission européenne. Et effectivement, c'est là aussi où nous, on peut avoir des échanges un peu plus privilégiés avec des collaborateurs et des collaboratrices dans d'autres pays. Aussi, échanger. Nous, on amène nos bonnes pratiques, ils amènent les leurs, et ça nous permet d'être aussi un peu plus innovatifs, de permettre d'incuber aussi de nouvelles idées. Et c'est aussi comme ça qu'on peut peut-être être à notre échelle, modestement, de nouveau l'échelle des chercheurs, en tout cas, essayer d'amener une information vers les décideurs publics, une information qui est cohérente, qui est concertée, qui permet vraiment de prendre des décisions fiable face à ces enjeux. Vous avez peut-être entendu Trump qui dit qu'il a gagné la bataille contre le climat. Oui, enfin, il a gagné surtout contre le mensonge du climat, il avait dit. C'est typiquement le genre de choses sur lequel on doit nous combattre en tant que chercheurs pour éviter ce genre de propos venant d'un président d'un pays aussi puissant que les États-Unis. À partir de quelle échelle les informations apportées par les données Landsat deviennent obsolètes car imprécises? Bonne question. Alors, il y a plusieurs échelles. Je dirais que la première échelle, bien entendu, c'est l'échelle spatiale. On a des pixels de 30 mètres. Donc, au-delà de 30 mètres, difficilement, en tout cas, on peut inférer de manière plus précise ce qui se passe à l'intérieur d'un pixel. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Après, il y a le problème de la résolution spectrale. Le satellite Landsat a un certain nombre de bandes qui fait que il acquiert simultanément ces données dans ces différents domaines. Mais cette résolution spectrale, par exemple, Sentinel a une meilleure résolution spectrale maintenant. Donc, je dirais qu'en tout cas, l'échelle spatiale au-delà de 30 mètres, c'est plus le cas. Et l'échelle spectrale est temporelle aussi. Landsat passe tous les 15 jours. Sur Lausanne, par exemple, tous les 15 jours, on a une nouvelle image de la région lausannoise. La temporalité de certains phénomènes qu'on veut observer, si elle est inférieure à 15 jours, on va le rater et on ne va pas pouvoir le voir. L'exemple que je vous montrais de Blatten avec Sentinel, Sentinel passe tous les 5 jours.
Là, on a eu de la chance, parce que ce n'est pas de la chance, hein, vu l'ampleur du phénomène, mais on a pu avoir une image Sentinelle-2 le lendemain du phénomène, et c'est l'image que vous avez vue à l'écran. Donc on a pu tout de suite la publier et la rendre disponible auprès de tous les utilisateurs au niveau national. Merci. L'OFS développe ADEL pour l'analyse de la couverture du sol. N'y a-t-il pas une redondance avec la mise en place d'outils de création des données? C'est une bonne question et une question sensible. De nouveau, je pense qu'un des messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui aussi, par rapport à l'intégration, l'effort d'intégration qu'on fait des données, c'est qu'on est plus forts tous ensemble. Ce n'est pas que nous ou n'importe qui a la meilleure des réponses à tous les problèmes, c'est collectivement qu'on peut amener une réponse bien plus pertinente, je dirais. Et le système ADEL est super, va répondre à un certain nombre de besoins. Nous, en termes de besoins environnementaux, ce qui me guide en tant que chercheur, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe dans mon pays, la Suisse. Et actuellement, le manque de données annualisées pour vraiment bien comprendre ce qui se passe, les impacts des changements climatiques sur la végétation, par exemple, ou sur les ressources en neige, comme le travail qui avait été fait par notre doctorante, c'est des choses qui, actuellement, avec les données de l'OFS, on ne peut pas répondre à ces questionnements-là. Donc, on doit aller plus loin, et on est dans une position assez confortable, on est dans le domaine de la recherche, donc on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin, et on espère que ces travaux seront utiles à l'OFS, à Suisse Topo ou à d'autres pour pouvoir aussi bénéficier de ces travaux scientifiques à terme. Très bien, je crois qu'on a encore 5 minutes pour quelques questions supplémentaires. On utilise des technologies complexes nécessitant beaucoup de ressources pour minimiser l'impact de la consommation de ressources. Est-ce contradictoire? C'est probablement pas contradictoire, mais on doit en avoir conscience et être très attentif effectivement à ce problème et pas consommer des ressources inutilement. Alors on essaye de nouveau modestement, à notre échelle, de réfléchir un petit peu à des usages en tout cas raisonnés, ne pas duplifier les données, on les duplifie forcément vu qu'on les récupère à l'échelle nationale. Si je pense à ces données Landsat ou Copernicus, on les a duplifiées. Mais ça a aussi un intérêt. Je vous disais tout à l'heure, si demain Trump décide d'arrêter l'accès aux données Landsat, si vous voulez accéder aux données Landsat d'il y a 10 ans en arrière sur la Suisse et que vous êtes des utilisateurs de la plateforme de USGS, vous êtes un peu le bec dans l'eau. Là, grâce à ce qu'on fait, on aura sauvé un petit peu les meubles. Donc il y a aussi cette considération à avoir. Et effectivement, en termes de calcul aussi, l'IA, on ne se jette pas tête baissée dans l'utilisation de l'IA parce que c'est trendy et qu'on peut faire plein de choses très, très fun. Faut que ça ait une vraie valeur ajoutée dans nos travaux pour après appliquer, par exemple, de l'IA de manière raisonnée et sage, je dirais. Alors, quels développements futurs sont prévus? Nouvelles données, services analytiques, IA, machine learning, etc. dans vos travaux? Alors, au-delà des données de couverture du sol, il y aura aussi toutes ces données qui vont être traduites avec ces différents schémas de classification, les données compatibles avec le GIEC, compatibles avec la cartographie des écosystèmes pour le suivi des écosystèmes à l'échelle européenne, et ainsi de suite. Donc ça va déjà générer un gros volume de données. On est en train de produire, on avait fait un test avec le canton de Vaud sur des données sur la proportion de végétation par pixel. C'était sur un projet sur la mesure de l'imperméabilisation des sols. Et le canton de Vaud utilisait cette information comme un proxy parce que plus il y a de végétation, plus l'eau s'infiltre, et moins il y a de végétation, plus le sol est imperméabilisé. Cette donnée aussi, on est en train de la produire à l'échelle nationale. On a implémenté l'algorithme grâce au canton de Vaud et l'idée c'est d'avoir une vision globale de ce service. Service analytique, alors on est en train de permettre à travers le standard Stack et aussi des Jupyter Notebook qui seront disponibles. On est capable maintenant aussi, vous pouvez créer votre propre petit data cube localement sur une zone qui vous intéresse à travers la Suisse, basée sur nos données.
Et l'IA, le machine learning, c'est quelque chose qu'on explore. Il y a cette dimension de forecasting des changements de couverture du sol sur lequel on a vraiment envie de travailler intensément là-dessus avec ces techniques. On l'a utilisé aussi pour la cartographie directe de la couverture du sol en fonction de la taxonomie de l'OFS. On sait que ça marche. Et il y aura plein de choses. La détection de changement aussi, c'est des choses, on a déjà entendu ce matin sur l'impact de la sécheresse. C'est un gros domaine sur lequel beaucoup d'équipes travaillent et on va continuer plein de choses. Et bien entendu, on est ouvert et on est à votre écoute. Et si vous avez des questions particulières, on serait ravis de pouvoir échanger là-dessus. Histoire de dépasser d'1 minute notre horaire, on va prendre une dernière question. Allons-y. Le modèle permet-il de mesurer les surfaces imperméables et perméables? Application de la loi sur l'aménagement du territoire. Alors, je ne vais pas vendre la mèche tout de suite. Enfin, moi, je vais vous la vendre un tout petit peu. Avec ces modèles de fondation que je vous disais, là, ces geo-embeddings, on a commencé il y a quelques semaines à travailler sur ces données, donc on est en plein dedans. Mais une des premières choses sur lesquelles qui nous a beaucoup interpellé, beaucoup intéressé, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement qu'avec ces geo-embeddings, il semblerait que la détection des surfaces perméables et imperméables serait bien plus efficace que ce qui a été fait jusqu'à présent. Même ce que je vous ai présenté, on peut déjà en faire une partie, bien entendu. Avec ces taxonomies de la FAO, on peut commencer à séparer ces deux types de surfaces. Mais il semblerait, alors à voir, dans quelques mois probablement, on pourra avoir une réponse un peu plus claire, mais il semblerait qu'on est dans la bonne direction pour identifier de manière tout à fait efficace ce type de surface.